RMC Bourdin Direct, Chloé Cambrelin. Bonjour Gaspard Ganzer. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RMC. Vous étiez conseiller en communication de François Hollande, c'est comme ça que certains vous ont connu. Vous êtes désormais candidat à la mairie de Paris, on va en parler évidemment. Mais je voudrais d'abord vous faire réagir à la mort de Jean-Mathieu Michel, le maire de Signes dans le Var, décédé après avoir été renversé par une camionnette dont les occupants venaient de déposer illégalement des gravats de chantier sur un chemin de la commune. La thèse accidentelle est privilégiée à ce stade, on suivra l'enquête évidemment. Mais c'est un maire mort dans l'exercice de ses fonctions, de son mandat, sur le terrain. Cela suscite beaucoup d'émotions, notamment évidemment chez les élus. Émotion légitime, et on pense d'abord à sa famille, à ses proches, à tous ceux qu'il aimait, à ses administrés, parce que c'était un maire qui était proche de ses habitants, un père aimant, quelqu'un de père, formidable. Un grand-père, un arrière-grand-père. Un arrière-grand-père aussi, c'est vrai, on l'a dit, on a tous eu de sa vie. Moi, je ne le connaissais pas personnellement, mais ce que j'ai pu en lire et le voir montrait que c'était un homme d'une grande humanité, d'une grande dignité. Il est mort quelque part dans l'exercice de ses fonctions, montrant qu'un maire, parfois peut-être en allant encore même au-delà de ce du mandat qui lui est confié par les citoyens, est là pour être au quotidien à leur côté. Moi, je crois que le maire, c'est pour ça d'ailleurs que je suis candidat à la mairie de Paris, mais on y reviendra, c'est le plus beau des mandats, parce que c'est celui de la proximité, celui de l'humanité. On est là dans toutes les villes, qu'elles soient grandes ou petites, pour répondre aux attentes de ses concitoyens, et ce maire s'est dévoué toute sa vie, et il est mort malheureusement alors qu'il faisait son travail, son mandat d'élu. Certains voient dans ce drame l'illustration de la difficulté du travail de ces élus de terrain. Effectivement, les maires sont des élus de proximité, parmi les rares personnalités politiques qui ont encore une assez bonne image auprès des Français, mais ils sont aussi de plus en plus confrontés aux incivilités, à la violence, parfois, dont beaucoup estiment qu'elle est très présente aujourd'hui dans notre société, notamment vis-à-vis des élus. C'est votre sentiment aussi ? Le populisme est vraiment malheureusement à la mode, qu'il soit de droite, de gauche ou d'ailleurs. Populisme, une certaine colère aussi peut-être réelle. Qui n'est pas si nouvelle, parce que dans notre histoire, on a des moments comme ça dans lesquels on revient vers une défiance de la démocratie, ce qu'il y a sous la 3e, sous la 4e République, sous la 5e République. Mais là, on sent quand même qu'on est dans un point aigu de cette crise démocratique. Et il faut faire attention à nos élus, parce que être un élu, ce n'est pas un sacerdoce. Évidemment, il y a des gens qui donnent de mauvais exemples de ce que c'est l'exercice d'un mandat politique, mais la plupart des gens ont des très faibles indemnités, ne comptent pas leurs heures, sont toujours là pour répondre aux attentes de leurs concitoyens. Donc il faut les aider, les accompagner et éviter de les critiquer trop souvent pour des raisons injustifiées. Il faut les critiquer politiquement quand ils ne font pas ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. En revanche, dans leur quotidien, on a besoin d'eux pour être aux côtés des concitoyens. Et en même temps, le personnel politique dans son ensemble doit aussi savoir entendre cette colère et pour peut-être y répondre, peut-être justement ramener un climat plus serein. C'est aussi la responsabilité du politique. La première responsabilité, c'est celle des politiques, qui doivent donner l'exemple, qui doivent être exemplaires dans la gestion des deniers publics, dans la gestion de leurs données personnelles, dans leurs déclarations, dans la tempérance dont ils doivent faire l'objet dans l'expression de leurs convictions, et puis surtout dans la force de travail qu'ils doivent déployer au quotidien aux côtés de leurs administrés. C'est à eux de donner l'exemple. Personne n'est obligé d'être candidat à une élection, personne n'est obligé d'exercer un mandat électoral. Quand on le fait, c'est un honneur, mais c'est surtout une responsabilité, et il faut en être digne. Vous voulez donc précisément devenir maire de Paris, après avoir été, on l'a dit, conseiller en communication de François Hollande. Pourquoi ? Est-ce que vous vouliez passer de l'ombre à la lumière ou... Alors avant de travailler avec François Hollande, j'ai aussi travaillé longtemps avec Bertrand Delanoë à la mairie de Paris, absolument, entre 2008 et 2013. Mais je suis surtout un Parisien depuis toujours. Je suis né dans cette ville, dans le 14e arrondissement. J'y ai grandi, mes enfants y sont nés, mes cousins, mes parents y vivent aussi. Et je trouve que cette ville aujourd'hui est un peu à la croisée des chemins. Elle est un peu menacée de péricliter. Elle perd 12 000 habitants par an et elle doit se construire un nouveau dessin, un dessin positif, joyeux, qui est à mon avis celui du Grand Paris vert, d'une nouvelle ville qui soit respirable, plus facile à vivre. Cet été, on l'a vu avec cette canicule totalement insupportable, la ville devient de plus en plus difficile à vivre et beaucoup de gens la quittent. 12 000 habitants par an depuis 5 ans. Et donc moi, avec une équipe, parce que c'est un sport collectif, la politique au niveau municipal, je veux qu'on construise une nouvelle génération, un nouveau projet, une nouvelle vision pour les 20 ans qui viennent. On va parler de votre équipe, de votre mouvement. Juste avant, quand même, pour ceux qui ne vous connaissent pas forcément encore, vous avez été militant socialiste, vous avez travaillé avec François Hollande, vous étiez dans la même promotion qu'Emmanuel Macron à l'ENA. Vous aviez été investi par La République En Marche au moment des législatives, c'était en Ille-et-Vilaine, avant de renoncer. Finalement, vous n'êtes pas La République En Marche. Vous n'êtes pas non plus socialiste. Vous êtes où entre les deux ?
je ne sais pas où je suis, si je suis entre les deux, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que je suis indépendant et 100% parisien. Donc, je ne me positionne pas par rapport à La République En Marche, au PS ou au Vert. J'ai des points communs avec certains d'entre eux. Je me sens écolo, je me sens attaché à la lutte contre les inégalités, je me sens aussi attaché à la recherche de la protection de la liberté et de la sécurité, mais je suis indépendant. Moi, je n'ai pas d'autre agenda que parce Paris. que Anne Hidalgo, qui sera sans doute candidate à sa succession. En tout cas, elle a l'air accrochée à son fauteuil. Voilà. Ou Benjamin Griveaux, par exemple, qui sera candidat, lui, pour La République En Marche. Dans quelle mesure ils sont vraiment différents de vous? Enfin, je veux dire, là, ce que vous venez de nous dire, a priori, ils partagent aussi. Je ne sais pas. Ce que je vois, c'est évidemment peut-être des convergences. Il y a des choses qu'Anne Hidalgo a pu faire dont je suis extrêmement fier. Il y a aussi des erreurs qui ont été commises. Quant à Benjamin Griveaux, je ne connais pas ses idées à l'heure actuelle, puisqu'il a juste proposé d'interdire les cartes de tourisme, ce qui ne suffit pas, à mon avis, à construire un projet pour Paris. Nous, on a nos convictions. La destruction du périphérique pour la construction du Grand Paris, le verdissement de la ville avec la construction de nouveaux espaces verts, la gratuité des crèches, la police municipale et plein d'autres choses. On a travaillé beaucoup depuis 1 an et demi en écoutant les Parisiens partout dans Paris. On a fait plus de 200 réunions dans les appartements, les bars, les cafés et les rues. On a écouté ce que les Parisiens nous ont dit. On a commencé à construire un projet qu'on présentera aux Parisiens en mars 2020. Alors, donc, Benjamin Griveaux, candidat. Cédric Villani, qui était candidat à l'investiture, aussi La République En Marche, doit en dire plus sur ce qu'il va faire à la rentrée. Vous êtes, je crois, en contact avec lui. Vous pourriez faire alliance? Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Cédric Villani, alors comme tout le monde, parce qu'il a eu une médaille Fields, c'est un prix Nobel. J'ai eu aussi beaucoup de peine pour lui, parce que le pauvre, avec d'autres d'ailleurs, Rançon, Mounir, Majoubi et d'autres, se sont fait rouler dans la farine par le processus interne de La République En Marche, parce que l'idée était pipée à l'évidence. Griveaux a été choisi à l'unanimité sans qu'on comprenne pourquoi. Donc moi, dès que Villani a perdu cette élection interne à La République En Marche, je lui ai tendu la main, comme j'ai tendu la main à Rançon, Majoubi, Le Breton et bien d'autres, en leur disant, ne nous arrêtons pas là. Vous avez mis des idées sur la table, vous avez des personnalités intéressantes, essayons de construire quelque chose en commun, peut-être aussi avec des Verts, des écolos, peut-être aussi avec d'autres comme Pierre-Yves Bournazel, et voyons ce qu'on peut essayer de construire collectivement. L'idée, c'est pas de réfléchir à des... on a beaucoup parlé, alors moi j'essaie de leur parler de fond, je leur parle du Grand Paris, je leur parle d'écologie, je leur parle de police municipale, je leur parle de démocratie. Eux, ils sont en train quand même un peu de cautériser leur plaie, parce qu'ils sont quand même fait sacrément amocher par ce processus interne au mois de juillet. On a même vu que Benjamin Griveaux les avait insultés copieusement et visiblement pas qu'une seule fois. Donc je pense qu'ils se reposent, ils se réparent, on se reparlera à la rentrée. Moi je pense qu'il faut d'abord réfléchir sur le fond à ce qu'on veut construire ensemble. Il y a une troisième voie à bâtir. Cette troisième voie, elle est indépendante entre Hidalgo et Griveaux. Je pense que personne n'a envie de se retrouver coincé dans ce duel fratricide et mortifère. Enfin, ce ne sera pas un duel, hein. Il y aura aussi un candidat chez les Républicains, il y a d'autres partis quand même encore. Il y a deux favoris qui se dégagent, quoi. On essaie de nous présenter l'élection comme si on était condamné à choisir entre Hidalgo, qui est la maire sortante, qui nous amuse moyennement, et Benjamin Griveaux, qui on n'a toujours pas compris pourquoi est-ce qu'il était candidat. Donc on essaie de construire une troisième voie qui est autonome, indépendante et 100% parisienne. Gaspard Ganzer, l'actualité à Paris, on en parlait dans le journal, c'est notamment cette affaire de pollution au plomb autour de Notre-Dame. Le chantier est à l'arrêt, suspendu. Des opérations de dépollution vont commencer. Selon le dernier bilan communiqué hier par l'Agence régionale de santé, 164 enfants ont été testés. 146 se situent sous le seuil de vigilance, à savoir 25 à 50 microgrammes de plomb par litre de sang. 16 se situent à l'intérieur de ce seuil. 2 dépassent le seuil de déclaration obligatoire de saturnisme. L'un des 2 était déjà connu, l'un des 2 cas. Et pour lui, c'est une source d'exposition au plomb sans lien avec l'incendie qui a été découvert, le balcon de ce logement. Pour l'autre enfant, il était scolarisé dans un établissement proche, mais donc on n'a pas encore de lien avec certitude. Quel regard portez-vous sur la façon dont la mairie de Paris a géré cette situation? Je trouve que tout ça est très opaque. Si vos confrères de Mediapart n'avaient pas réalisé une enquête sur le sujet au mois de juillet, on ne parlerait pas de cette histoire. L'incendie, il a eu lieu à plusieurs mois, et là, on commence à s'intéresser au sujet parce que justement, il y a l'Agence régionale de santé avait quand même déjà commencé à... Oui, elle avait commencé son travail, mais personne n'en avait parlé. On avait essayé de nous cacher un peu ce sujet. Qui avait essayé de cacher? Je ne sais pas, mais en tout cas, les gens qui devaient nous en parler, que ce soit l'Agence régionale de santé qui dépend de la ministre de la Santé, Madame Buzyn, ou les services de la mairie de Paris, qui sont responsables des crèches, des écoles élémentaires, des jardins publics, nous n'en avaient pas parlé. Donc tout ça est très opaque, pas du tout transparent. On nous dit qu'on a testé un certain nombre de personnes, mais pourquoi certaines écoles et pas d'autres? On essaie de nous dire que tout ça a été circonscrit dans un rayon de 500 mètres autour de Notre-Dame. C'est un peu comme vous savez, le nuage de Tchernobyl qui se sera arrêté à la frontière alsacienne. Pourquoi ces écoles-là et pas d'autres? Moi, j'aimerais savoir, est-ce que les jardins ont été testés? Est-ce que toutes les crèches ont été testées? Est-ce que toutes les écoles, et pas simplement les écoles publiques, ont été testées? Est-ce qu'on a proposé de faire des prises de sang à tous les enfants, tous les travailleurs, tous les employés qui ont été confrontés à cette pollution au plomb qui a quand même duré plusieurs semaines? On leur conseille pour le moment, si j'ai bien compris ce que nous a dit hier l'Agence de la santé de la mairie de Paris, on conseille à ces personnes de faire des pandémies. On vous conseille, vous avez peut-être été contaminé au plomb, c'est quand même extrêmement grave. Le saturnisme, c'est pas une grippe, c'est beaucoup
plus grave que ça, même si on peut aussi mourir de la grippe si on n'est pas soigné. On dit oui, on vous conseille peut-être d'aller vous faire dépister, d'aller contrôler votre taux de plomb dans le sang, mais il faut être beaucoup plus offensif que ça. Je pense qu'il faut faire une opération vérité, ne pas se limiter à quelques écoles, quelques crèches, mais aussi regarder dans les jardins, dans tous les équipements publics, avoir une vraie campagne d'information incitant les gens à se faire vérifier le sang, parce que c'est dans le sang qu'on voit s'il y a une contamination au plomb, et puis surtout ne rouvrir aucun de ces établissements tant qu'on n'a pas la certitude absolue. Ils ont pris l'engagement de. Oui, mais je trouve qu'ils disent beaucoup qu'ils vont rouvrir, qu'il n'y a pas d'inquiétude, ne vous inquiétez pas, Non, hier, l'adjointe à la santé nous a dit sur RMC, s'il y a le moindre doute sur une école, on ne rouvrira pas, évidemment. Oui, mais jusqu'à présent, ils nous avaient dit qu'il n'y avait aucun problème, jusqu'au moment où ils ont fermé 2 écoles, rue Saint-Benoît et une autre rue Saint-André-des-Arts. Donc ils ont mis quand même beaucoup de temps avant de reconnaître qu'il y avait des problèmes. Donc peut-être qu'ils vont reconnaître qu'il y en aura d'autres. Et puis il y a des endroits qui n'ont pas du tout été testés. On s'est arrêté au centre de Paris. Pourquoi est-ce que vous pensez vraiment que la pollution au plomb s'est arrêtée à la limite administrative des arrondissements? Je ne pense pas. On a un peu l'impression dans cette affaire que l'État et la mairie se renvoient la balle. Parce qu'en l'occurrence, il n'y a pas que la mairie qui... Bien sûr. Et c'est d'ailleurs un problème. Parce qu'il y a des moments, c'est la plupart du temps d'ailleurs, mais l'État et la ville de Paris sont partenaires. Ils doivent travailler ensemble. Là, à quoi on assiste? On voit la maire de Paris qui dit bah non, c'est pas moi, c'est l'ARS. Personne ne sait ce que c'est l'ARS. Et l'ARS qui dit bah non, c'est pas moi qui m'occupe des écoles, des jardins, etc. Ils devraient ensemble décider de travailler pour protéger la santé. C'est quand on s'intéresse à la lutte contre des pollutions aussi graves, on doit le faire ensemble et toutes les conférences de presse, toutes les interventions devraient être ensemble et toutes les actions devraient être ensemble. Gaspard Ganzer, les livreurs Deliveroo se mobilisent à Paris et ailleurs, dans beaucoup de villes de France, contre les changements de tarifs décidés par cette plateforme britannique, des courses longue distance mieux payées, mais des courses courte distance moins bien rémunérées et plus de tarifs minimum. À Paris, en l'occurrence, les livreurs sont nombreux. Est-ce qu'ils ont raison de se mobiliser? Vous les soutenez? Bien sûr qu'ils ont raison de se mobiliser. Je les soutiens fortement, tout comme j'ai pu soutenir par le passé les livreurs Uber ou d'autres plateformes. Je crois qu'on fasse très attention à ce qui se passe dans nos villes et d'ailleurs partout en France. On est guetté par une forme de ubérisation de la société. On voit que les plateformes américaines ou autres d'ailleurs, Deliveroo, Uber, Airbnb, Lime, on avait beaucoup parlé des trottinettes à un moment donné, colonisent notre ville. On en parle toujours beaucoup. Oui, d'ailleurs, à juste titre, et moi j'en ai aussi beaucoup parlé, parce qu'en fait, c'est comme si on avait abandonné les services publics au profit de toutes ces plateformes en fait, qui ne se soucient ni du droit du travail, ni de la protection de l'environnement. Et donc je pense qu'il faut qu'on reprenne le contrôle et qu'on arrête de penser que ces gens sont une bande de surfeurs californiens très cool. Non, ce sont de redoutables businessmen qui n'ont aucun état d'âme quand il s'agit d'avancer et de faire de l'argent. Ils ne respectent pas notre droit du travail, ils ne respectent pas notre environnement et on doit reprendre le pouvoir. Moi, j'ai pas envie de me retrouver dans un mauvais remake. C'est pas le choix du consommateur ou des. Non, mais vous savez, le consommateur, il a bon dos. C'est comme si vous disiez à quelqu'un qui prend de la cocaïne, c'est de votre faute. Bah non, il y a aussi un dealer quelque part. Donc je suis désolé pour cette comparaison, mais c'est un peu le cas. C'est-à-dire que le consommateur, derrière, s'il ne consomme pas quelque chose qui ne lui est pas proposé ou en tout cas qui n'est pas encadré. Justement, le rôle de la puissance publique, c'est de réguler les locations meublées touristiques, réguler la livraison à domicile, réguler les transports de personnes, et réguler tous ces services qui cherchent à coloniser notre espace public. Moi, j'ai pas envie qu'on se retrouve dans un mauvais remake du film Parasite, qui a été la Palme d'Or à Cannes, dans lequel on a le sentiment qu'il y a d'un côté des gens riches tranquillement dans leurs appartements qui se font livrer de la bouffe à domicile, qui prennent des services de mobilité très chers, et puis de l'autre côté un nouveau prolétariat qui travaille dans les soutes de la ville, à qui on ouvre la porte, on regarde à peine à qui on a affaire et puis on va manger ses sushis tranquillement dans son salon. C'est un nouveau prolétariat qui ne bénéficie d'aucune protection, qui se met souvent en danger parce qu'ils doivent faire des courses extrêmement rapides, c'est ce que j'entendais sur votre antenne tout à l'heure, avec franchement très peu d'encadrement en matière de protection des conditions de travail. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a été critiquée le mois dernier pour avoir pris un Falcon pour aller assister à la 19e étape du Tour de France. Le Canard enchaîné ce matin indique qu'elle a ensuite pris un hélicoptère pour rejoindre le parcours de la Grande Boucle à 82 km par la route du lieu où elle avait atterri. Alors on précise que ces appareils étaient mis à disposition gratuitement par les organisateurs du Tour de France. Mais bon, selon vous, elle aurait mieux fait de choisir un autre moyen de transport? Alors moi, vous savez, je suis allé en vacances dans les Alpes avant de vous rejoindre ce matin. Je peux vous dire qu'on y va très très facilement au TGV. C'est extrêmement rapide, que ce soit vers Chambéry ou vers Grenoble. On met moins de 3 heures, c'est pas cher en plus. Donc je pense que la maire de Paris, qui est si attachée à la protection de l'environnement, aurait pu prendre le train. D'ailleurs, ça aurait été intéressant d'un point de vue politique pour donner l'exemple. Et surtout, elle aurait pu s'abstenir de faire un tour en hélico. Tout ça est extrêmement consommateur en termes de kérosène et surtout ne donne pas une bonne image de la politique. Ce dont on en parlait tout à l'heure, je pense qu'aujourd'hui, il faut de la sobriété. Il faut de la retenue dans l'exercice des fonctions publiques. Je pense qu'Anne Hidalgo est elle-même un peu embarrassée de cette situation. On voit bien qu'elle n'a pas cherché en exprès parce qu'elle sait bien qu'elle a fait une bêtise. Voilà, ça arrive à tout le monde. Il faut qu'elle s'excuse et passe à autre chose. En vue de votre candidature, vous le disiez, vous avez créé donc un mouvement parisien-parisienne. Pour le moment, vous travaillez à la... Parisien, si vous me permettez. Excusez-moi. Vous travaillez donc à la constitution de listes pour les 17 arrondissements. Ça se passe comment? Est-ce que vous trouvez des
Oui, Des volontaires alors des gens pour être candidat, il y en a toujours beaucoup, mais après il faut trouver les bons, c'est les gens qui ont une légitimité, qui ont des compétences, qui sont prêts à s'engager, parce que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas si simple de s'engager. Moi j'ai décidé d'aller jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, de donner toute mon énergie à 100% pendant les mois qui viennent. Et ce que j'attends, c'est des gens qui viendront sur les listes, près de 500 personnes, le même engagement. Donc dans les arrondissements, dans le 20e, le 11e, le 6e, le 7e, le 14e, on a des gens extrêmement dynamiques. Il y a Valérie Lecable, Valérie Wong, Cédric Allemand, Benjamin Gian, Cédric Ounenval, des gens très bien, de tout âge, de toute couleur, de toute origine, de toute profession, mais des gens qui sont comme moi, des morts de faim, qui sont prêts à tout donner pour remporter la mairie de Paris. C'est sûr que vous irez jusqu'au bout, vraiment? Je n'ai aucun doute, ouais. Je n'ai aucun doute parce que je me suis lancé dans ce combat, je ne l'ai pas fait pour moi, je l'ai fait pour mes enfants, je l'ai fait pour mes amis, je l'ai fait pour mes voisins. Quoi qu'il arrive, j'irai jusqu'au bout. Je sais que ça sera difficile, je suis un outsider, mais vous savez, j'ai une énergie incroyable. Il faut toujours se méfier des outsiders parce qu'ils ont souvent plus d'énergie que les autres. Merci Gaspard Ganzer, candidat donc à la mairie de Paris. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur RMC. Il est 9h-5 à suivre la météo, les infos, puis les grandes gueules. Très belle journée à tous et on se retrouve demain.